La pluie de Lyon a une façon bien à elle de s'infiltrer partout. Pas seulement dans les coutures de mon vieux manteau, trop fin pour cette nuit de novembre, mais aussi dans mes pensées, dans mes os. Elle ruisselle sur les pavés usés du vieux Lyon, transformant les reflets des lampadaires en larmes dorées sur le sol. Je me tiens dans l'ombre d'un porche, le ventre creux, le cœur lourd. Le froid n'est rien comparé au vide qui me ronge de l'intérieur. De l'autre côté de la rue, il y a ce restaurant. Pas n'importe lequel. C'est l'un de ces endroits à la mode, avec une façade en verre impeccable et des lumières si chaudes qu'elles semblent narguer le reste du monde. À travers la vitre, je la vois. Chloé. Elle est magnifique. Comme toujours. Ses cheveux blonds captent la lumière. Son rire silencieux illumine son visage. Elle lève son verre de vin vers l'homme en face d'elle. Un homme en costume cher. Avec une montre qui vaut plus que tout ce que j'ai jamais possédé. Il trinque. Il sourit. Elle est heureuse. Et moi? Je suis là. Dans le froid. À regarder les restes de ma vie à travers une fenêtre. Une vie qu'elle a aidé à construire, puis à détruire. Je ferme les yeux. Et l'odeur de la pluie se mélange à celle, fantomatique, du beurre et des oignons qui grésillent. Un souvenir. Un poison. Tout a commencé par une gifle. Une seule gifle qui m'a tout coûté. Mon restaurant. Ma fierté. Ma mère. Surtout ma mère. 2 ans plus tôt, la pluie de Lyon était une musique douce qui accompagnait le service du soir. Elle tapotait contre les fenêtres du Coq d'Or, notre bouchon lyonnais. Mais à l'intérieur, seule la chaleur régnait. La chaleur des fourneaux. La chaleur des corps serrés les uns contre les autres. La chaleur des rires de nos habitués. Le Coq d'Or n'était pas un simple restaurant. C'était ma maison. C'était l'héritage de mon père, le royaume de ma mère, et le centre de mon univers. Chaque matin, je me réveillais au-dessus du restaurant, dans notre petit appartement. La première chose que je sentais, c'était l'odeur du café fort de maman et, très vite, celle du fond de veau qui mijotait déjà sur le feu. Martine, ma mère, était le cœur battant de cet endroit. Une véritable mère lyonnaise, comme on les appelle ici. Une femme forte, au caractère bien trempé, mais dont les mains, bien que rougies par des années de travail, savaient créer les plats les plus réconfortants du monde. Sa quenelle de brochet sauce nantois était légendaire. Les gens traversaient la France pour la goûter. Et moi, Julien, j'étais son second. Son apprenti éternel. Son fils. J'avais grandi dans cette cuisine, entre les sacs de farine et les grandes casseroles en cuivre qui brillaient comme des soleils. Mon père m'avait appris à choisir les meilleurs produits au Hall Paul Bocuse. Et ma mère m'avait appris à les respecter. Notre relation était une danse silencieuse et parfaite. Elle assaisonnait. Je goûtais. Je découpais. Elle surveillait. Nous n'avions pas besoin de beaucoup de mots pour nous comprendre. Un regard. Un hochement de tête suffisait. Alors, mon grand, cette sauce, me lançait-elle par-dessus son épaule, sans même cesser de remuer sa blanquette. Je trempais une cuillère, la portais à mes lèvres. Je fermais les yeux un instant. Parfaite. Maman. Comme toujours. Elle souriait. Ce petit sourire en coin qui disait tout, la fierté, l'amour, la satisfaction du travail bien fait. C'était ça. Mon bonheur. Un bonheur simple, authentique,
aussi riche et savoureux qu'un saucisson brioché sortant du four. Notre équipe était complétée par Gérard, notre serveur. Il était là depuis l'ouverture du restaurant par mon père. Avec ses cheveux blancs, sa moustache impeccable et son tablier toujours blanc, il faisait partie des murs. Gérard n'était pas un employé. Il était la famille. Il connaissait chaque client par son nom, savait quel vin leur recommander avant même qu'il n'ouvre la carte. « Attention Julien » me disait-il souvent en me donnant une tape amicale dans le dos. « Un jour, c'est toi qui seras le patron de tout ça. Ne l'oublie jamais. » Je souriais, plein de fierté. Le patron. Oui. C'était mon destin. Reprendre le Coq d'Or, préserver les recettes de ma mère, et peut-être, un jour, transmettre tout ça à mes propres enfants. Je n'imaginais pas une autre vie. Je ne voulais pas d'une autre vie. Je pensais que notre petit monde était indestructible, protégé par les vieilles pierres de Lyon et la force de l'amour de ma mère. J'avais tort. Le changement est arrivé un dimanche d'octobre. C'était lors du CIRA, le grand salon de la gastronomie qui se tient à Lyon. Maman n'aimait pas ces événements. Trop de bruit. Trop de gens qui parlent sans savoir cuisiner, disait-elle. Mais elle m'avait encouragée à y aller, pour revoir ce que font les jeunes. J'avais préparé une version miniature de notre pâté en croûte, une recette de mon grand-père. J'étais sur un petit stand, un peu perdu au milieu des chefs étoilés et des équipements de cuisine futuristes. Et c'est là que je l'ai vue pour la première fois. Chloé. Elle ne ressemblait à personne que je connaissais. Elle portait une robe élégante et simple. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon parfait. Elle se déplaçait avec une assurance qui en imposait. Elle s'est arrêtée devant mon stand, son regard analysant ma modeste présentation. Pâté en croûte ? A-t-elle dit. Plus comme une constatation qu'une question. Sa voix était douce, mais précise. Le meilleur de Lyon ? Ai-je répondu avec un peu trop d'assurance. Elle a souri. Un sourire qui semblait pouvoir désarmer n'importe qui. C'est une affirmation audacieuse. Laissez-moi juger. Je lui ai coupé une fine tranche. Elle l'a observé, a humé son parfum, puis l'a goûté. Elle a fermé les yeux pendant une seconde, mâchant lentement. Mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression de passer un examen. La pâte est parfaite, a-t-elle finalement déclaré. Le parfait équilibre entre le beurre et la farine. La farce est généreuse, bien assaisonnée. Il y a une touche de pistache. Et un alcool ? Du cognac ? J'étais stupéfait. Du Porto ? Ai-je corrigé doucement. Une vieille recette de famille. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé. Vraiment regardé. Vous avez de l'or dans les mains ? Julien. C'est votre nom. N'est-ce pas ? Dit-elle en désignant le petit badge sur ma veste. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Cet or, il est caché dans une recette de grand-père ? A-t-elle continué. Imaginez ce que vous pourriez faire avec une présentation moderne ? Un cadre plus. Ambitieux. Ambitieux. Le mot a résonné en moi. Personne ne m'avait jamais qualifié d'ambitieux. J'étais le fils de Martine, le futur gardien du Coq d'Or. Mon chemin était tout tracé. Mais la façon dont elle a prononcé ce mot. C'était comme si elle ouvrait une porte sur un monde que j'ignorais. Elle m'a tendu sa carte de visite. Chloé Dubois. Marketing de luxe. Si jamais vous voulez que votre or brille un peu plus, appelez-moi. Elle est partie comme elle était venue.
laissant derrière elle le parfum subtil de son parfum et un trouble étrange dans mon esprit. Ce soir-là, en rentrant au restaurant, l'odeur familière de la daube de bœuf m'a semblé différente, moins réconfortante, un peu fade. Pour la première fois de ma vie. En regardant les murs de notre bouchon, les tables en bois, les nappes à carreaux rouges et blancs, un mot m'est venu à l'esprit. Un mot que je n'avais jamais osé formuler. Un mot que Chloé venait de planter en moi. Vieux. J'ai appelé Chloé 2 jours plus tard. C'était le début de la fin. Mais à l'époque, je croyais que c'était le commencement de tout. Elle m'a invité à boire un verre dans un bar branché de la presqu'île. Loin de mon quartier. Loin de mon monde. J'y suis allé avec ma meilleure chemise. Me sentant maladroit et provincial. Chloé était rayonnante. Elle m'a parlé de son travail, des marques de luxe qu'elle représentait, des lancements de produits qu'elle organisait. Elle parlait d'un monde de paillettes, de budget, de visibilité. Un monde où l'image était reine. Ton restaurant. Le Coq d'Or, a-t-elle dit en faisant délicatement tourner le vin dans son verre. C'est un nom charmant. Très traditionnel. C'est un héritage? Ai-je répondu? Un peu sur la défensive. Oh. Je sais. A-t-elle dit avec son sourire désarmant. Et c'est magnifique. Mais la tradition? Ça ne fait pas toujours rêver? Julien. Les gens aujourd'hui veulent une expérience. Ils ne veulent pas seulement bien manger. Ils veulent être surpris. Éblouis. Ils veulent une histoire à raconter sur Instagram. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne savais même pas ce qu'était Instagram. Elle a posé sa main sur la mienne. Sur la table. Son contact était électrique. Tu as un talent fou. J'ai goûté ton pâté. C'est le travail d'un artiste. Mais un artiste a besoin d'une scène à sa hauteur. Pas d'un petit musée de province. Un petit musée de province. C'est comme ça qu'elle voyait mon foyer. Le travail de toute une vie pour mes parents. Une partie de moi était outrée. Blessée. Mais une autre partie. Une partie que je ne connaissais pas. Était flattée. Intriguée. Elle ne voyait pas en moi le fils de Martine. Elle voyait un artiste. Un chef. Nous avons commencé à nous voir régulièrement. Elle venait parfois dîner au Coq d'Or. Je la voyais observer chaque détail, la décoration un peu vieillotte, les menus imprimés sur du papier cartonné, la façon dont Gérard s'adressait aux clients. Elle ne critiquait jamais ouvertement. Mais son silence était éloquent. Maman. Bien sûr. L'a remarqué tout de suite. Les mères sentent ces choses-là. C'est qui? Cette fille? M'a-t-elle demandé un soir? Alors que nous nettoyions la cuisine. Une amie. Elle s'appelle Chloé. Une amie? A-t-elle répété? En frottant une casserole avec une énergie féroce. Elle n'a pas l'air d'une fille qui aime la cervelle de Canut. J'ai ri. Elle est différente? C'est tout. Oui. Elle est différente? A dit maman. Et pour la première fois, j'ai senti une pointe de méfiance dans sa voix. Fais attention. Julien. Les gens qui brillent trop fort peuvent parfois vous éblouir au point de ne plus voir où vous mettez les pieds. Je n'ai pas écouté. Comment aurais-je pu? J'étais en train de tomber amoureux. Pas seulement de Chloé. Mais de l'image qu'elle me renvoyait de moi-même. L'image d'un grand chef en devenir. Prisonnier d'un monde trop petit pour lui. Chloé était intelligente. Elle n'a jamais attaqué ma mère de front. Au contraire. Elle la couvrait de compliments.
Ta mère est une cuisinière incroyable. Un trésor national, disait-elle. Mais elle est d'une autre époque. Elle ne voit pas le potentiel que tu as. Elle veut te protéger, te garder près d'elle. C'est normal. C'est une mère. Lentement, insidieusement, elle tissait sa toile. Chaque mot était une critique déguisée. Chaque compliment un moyen de creuser un fossé entre ma mère et moi. Elle me faisait croire que mon amour pour la tradition était une faiblesse. Ma loyauté un manque d'ambition. Pense à nous, Julien, me murmurait-elle le soir. Pense à ce que nous pourrions construire ensemble. Un restaurant à notre image. Moderne, élégant, acclamé. Un endroit où tu ne serais plus seulement le fils de Martine, mais le chef Julien. Le grand chef Julien. Le poison faisait son effet. Je commençais à regarder le coq d'or avec les yeux de Chloé. Je voyais la peinture écaillée, les chaises qui grinçaient, la vaisselle dépareillée. Ce qui était autrefois charmant et authentique me semblait maintenant vieux et fatigué. Le rire des habitués, qui me réchauffait le cœur, commençait à m'irriter. Je rêvais d'un silence respectueux, de clients qui chuchoteraient en dégustant mes créations. Le conflit était inévitable. Il est arrivé un mardi matin, dans la cuisine où j'avais tout appris. Je tenais entre mes mains les croquis d'un architecte d'intérieur que Chloé m'avait présenté. Des croquis pour un nouveau restaurant. Un restaurant qui s'appellerait éphémère. Des murs gris. Des tables sans nappe. Un éclairage design. L'antithèse absolue du coq d'or. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit les mots qui allaient tout faire basculer. Maman. Je crois qu'il est temps de changer les choses. Elle s'est retournée, les mains pleines de farine. Elle a regardé les dessins que je lui tendais, puis elle a levé les yeux vers moi. Son regard n'était pas en colère. Pas encore. Il était juste. Confus. Changer quoi? Mon fils? Tout. Ai-je répondu? Ma voix tremblant un peu. Le nom. Le décor. Le menu. Il faut moderniser. Attirer une nouvelle clientèle. Viser plus haut. Elle a essuyé ses mains sur son tablier. Lentement. Ce restaurant. C'est la vie de ton père. C'est ma vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on modernise. C'est quelque chose qu'on honore. Mais maman. Le monde change. On ne peut pas rester coincé dans le passé. J'ai des idées. De nouvelles techniques que je veux essayer. La cuisine moléculaire. Les basses températures. Elle m'a coupé. Sa voix devenant plus dure. La cuisine. Ce n'est pas de la chimie. Julien. C'est de l'amour. Les gens qui viennent ici ne cherchent pas des expériences. Ils cherchent un bon plat chaud. Un moment de partage. Ils cherchent un foyer. Leurs foyers sont peut-être aussi vieux que ce restaurant. Ai-je lâché? Regrettant mes mots à l'instant même où ils sortaient de ma bouche. Le silence est tombé dans la cuisine. Un silence lourd. Pesant. Brisé seulement par le léger bouillonnement du pot-au-feu sur le feu. Maman m'a regardé. Et pour la première fois, j'ai vu une profonde tristesse dans ses yeux. Une blessure. C'est cette fille qui te met ses idées dans la tête? N'est-ce pas? A-t-elle demandé? Sa voix n'étant plus qu'un murmure. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Car au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Mais j'étais déjà trop loin. Le rêve que Chloé m'avait vendu était trop beau. Trop tentant. C'était le début d'une guerre. Une guerre silencieuse au début.
Faite de regards désapprobateurs et de silences tendus. Une guerre qui allait bientôt exploser et ne laisser que des cendres. Le goût des cendres. C'est tout ce qu'il me reste aujourd'hui. La fissure était ouverte. Chaque jour qui passait, elle s'élargissait un peu plus. La cuisine, autrefois notre sanctuaire, était devenue un champ de bataille silencieux. Maman et moi nous croisions sans nous parler, communiquant par des gestes secs et des ordres brefs. L'ancienne harmonie avait laissé place à une tension palpable, aussi épaisse que la fumée d'une viande trop grillée. Gérard le sentait. Les clients le sentaient. L'âme du coq d'or semblait s'étioler. Plat après plat. Chloé. Elle continuait son travail de sape avec une patience d'ange et une précision de chirurgien. Elle ne m'a jamais dit « choisis entre ta mère et moi ». C'était bien plus subtil que ça. Quand j'étais découragée par une énième dispute avec maman, elle était là pour me réconforter. Je comprends ta mère. Mon amour, disait-elle en me caressant les cheveux. Elle a peur du changement. Elle a peur de te perdre. C'est pour ça qu'elle te retient. Mais un vrai chef doit savoir couper le cordon. Tu sais. C'est comme ça qu'on grandit. Elle me parlait de grands chefs qu'elle connaissait. Des hommes partis de rien, qui avaient dû se battre contre leur famille, contre les traditions, pour imposer leur vision. Elle transformait mon conflit intérieur en une épopée héroïque. Et je me voyais en personnage principal. J'étais l'artiste incompris, le visionnaire enchaîné à un passé poussiéreux. Un soir, elle m'a emmené dîner dans un restaurant étoilé. C'était la première fois pour moi. Il n'y avait pas de nappe à carreaux, pas de brouhaha joyeux. Juste le silence, le cliquetis discret des couverts sur la porcelaine, et des serveurs qui se déplaçaient comme des ombres. Les plats arrivaient sous des cloches d'argent. Ce n'étaient pas des assiettes, c'étaient des œuvres d'art. Des mousses, des sphères, des poudres. Chaque bouchée était une explosion de saveurs inattendues. C'était déroutant, intellectuel et incroyablement impressionnant. Voilà, Julien, m'a murmuré Chloé à l'oreille. Voilà ce que tu pourrais faire. C'est ça, la cuisine d'aujourd'hui. C'est ça, l'avenir. En rentrant cette nuit-là, le coq d'or m'a paru plus sombre, plus petit que jamais. L'odeur de notre coq au vin qui embaumait l'escalier m'a semblé lourde, presque vulgaire comparée au parfum délicat que je venais de découvrir. J'étais comme un homme qui, après avoir vu la mer, ne peut plus se contenter de sa petite rivière. La situation est devenue intenable. Je ne pouvais plus supporter de travailler dans une ambiance aussi pesante. Je passais mes journées à rêver au plan de l'architecte, à imaginer de nouvelles recettes, à discuter avec Chloé de notre futur restaurant. Je délaissais mes tâches au coq d'or. Ma mère devait travailler 2 fois plus pour compenser mon absence, physique et mentale. Je la voyais s'épuiser, des cernes se creusant sous ses yeux. Mais l'orgueil et l'amertume m'empêchaient de lui tendre la main. Le point de rupture est arrivé à cause d'une chose aussi simple qu'une somme d'argent. Pour réaliser le projet éphémère, même dans sa version la plus modeste, il fallait des fonds. Beaucoup de fonds. J'avais fait le tour des banques, mais sans apport personnel solide, personne ne voulait me suivre. Il n'y avait qu'une seule solution. La plus évidente, la plus douloureuse. Chloé l'a formulée un soir, avec une douceur calculée. Le restaurant est à toi aussi? Non. Ton père l'a laissé à toi et à ta mère. Vous pourriez l'hypothéquer. C'est un investissement. Julien. On utilise le passé pour construire l'avenir.
L'idée m'a glacé le sang. Hypothéquer le coq d'or. Mettre en jeu le travail de toute une vie de mes parents pour un rêve incertain. C'était une trahison. Je ne peux pas faire ça. Chloé. C'est impensable. Maman ne l'acceptera jamais. Alors il faut la convaincre. A-t-elle insisté. Fais-lui comprendre que c'est aussi pour elle. Pour qu'elle puisse enfin se reposer. Imagine. Tu géreras le nouveau restaurant. Et avec les bénéfices, tu lui assureras une retraite confortable. Elle n'aura plus à passer 15 heures par jour dans une cuisine brûlante. Tu ne veux pas ça pour elle? Elle était si douée. Elle prenait mes pires intentions et les habillait des plus belles vertus. La trahison devenait de la prévoyance. L'ambition égoïste devenait de l'amour filial. J'ai fini par me convaincre qu'elle avait raison. Que je faisais ça pour le bien de ma mère? Pour la libérer. J'ai choisi le pire moment pour lui en parler. Un lundi. Le seul jour de fermeture. C'est le jour où nous faisions les comptes et le grand nettoyage. Maman était à genoux, en train de frotter le carrelage de la cuisine. Celui-là même que je projetais de détruire. Elle était fatiguée. Je le voyais dans la lenteur de ses gestes. J'ai attendu qu'elle se relève. Qu'elle s'essuie le front avec le dos de sa main. Maman. Il faut qu'on parle. Elle m'a regardée. Méfiante. Je t'écoute. J'ai sorti les documents de la banque que j'avais préparés. J'ai essayé d'utiliser les mêmes mots que Chloé. De parler d'investissement. D'avenir. De retraite. Je parlais vite. Sans la regarder dans les yeux. Chaque mot que je prononçais me semblait faux. Creux. Quand j'ai eu fini. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Elle regardait les papiers sur la table. Puis ses mains. Puis les murs de sa cuisine. Tu veux que je signe un papier? A-t-elle dit d'une voix blanche. Pour mettre en gage la maison de ton père? Le restaurant où tu as grandi. Pour construire. L'idée de cette fille? Ce n'est pas l'idée de Chloé. C'est mon projet. Ai-je protesté? Plus fort que je ne l'aurais voulu. Et elle me soutient. Elle croit en moi. Elle croit en ton talent? Ou elle croit en l'argent que ton talent pourrait lui rapporter? A-t-elle rétorqué? Sa voix montant d'un cran. Ouvre les yeux. Julien. Cette fille te manipule. Elle te monte contre moi. Contre tout ce que nous sommes. Tu ne la connais pas. Tu es jalouse. C'est tout. Jalouse parce que pour la première fois, quelqu'un me pousse à être plus que le fils de Martine. La gifle que ces mots m'ont donnée était plus violente que n'importe quelle gifle physique. Le fils de Martine. Je lui avais jeté ça au visage. Ce titre qui avait été ma plus grande fierté. Les larmes ont rempli ses yeux. Des larmes de colère et de chagrin. Alors c'est ça? Tu as honte de moi? Tu as honte de ce restaurant qui t'a nourri? Qui t'a tout donné? Je n'ai pas honte. Je veux juste évoluer. Ai-je crié? Me sentant comme un enfant pris en faute. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça? Parce que ce n'est pas une évolution que tu me proposes. C'est une destruction. A-t-elle hurlé en retour? Balayant les papiers de la table d'un revers de main. Tu veux effacer ton père? Tu veux m'effacer? Tout ça pour une poupée blonde qui ne sait même pas faire cuire un œuf. Tant que je serai en vie. Je ne signerai jamais ces saletés. Jamais. C'était la première fois que nous nous crions dessus de cette façon. La violence de la dispute nous a laissés tous les deux essoufflés. Tremblants. La cuisine semblait soudain trop petite pour contenir notre douleur. Je l'ai regardée. Cette femme qui était tout mon monde. Et je ne voyais plus qu'un obstacle. Un mur entre mon rêve et moi.
Très bien. Ai-je dit d'une voix glaciale? Pleine d'une rancœur que je ne me connaissais pas. Très bien. Je suis sortie en claquant la porte. Les semaines qui ont suivi ont été un enfer. Nous vivions sous le même toit. Mais nous étions comme des étrangers. Je rentrais tard. Je partais tôt. Je ne mangeais plus à la maison. Chloé est devenue mon seul refuge. Je lui ai tout raconté. En exagérant la dureté de ma mère. En me posant en victime. Elle ne changera jamais d'avis. Lui ai-je dit. Désespéré. Mon projet est mort. Non. A-t-elle répondu calmement. Il faut juste trouver une autre solution. Il y a toujours une solution. C'est elle qui a découvert l'existence d'une faille. Un détail dans les papiers de succession de mon père. En tant que fils unique, j'étais copropriétaire à parts égales. Une signature suffisait pour certaines décisions administratives. Mais pour une hypothèque, il fallait les deux. Sauf si l'un des propriétaires était jugé incapable de gérer ses biens. Ou s'il faisait obstruction de manière déraisonnable au développement de l'entreprise. C'est une piste, a dit Chloé. Un avocat pourrait peut-être argumenter que son refus de moderniser met en péril l'avenir financier du restaurant. L'idée était monstrueuse. Attaquer ma propre mère en justice. La faire passer pour une vieille femme têtue et incompétente. J'ai d'abord refusé. Horrifié. C'est hors de question. Chloé. C'est ma mère. Et c'est ton avenir? Julien. A-t-elle dit. Posant ses mains sur mes joues. Parfois. Il faut être cruel pour être bon. Pense à long terme. Une fois que tout sera réglé. Que le restaurant marchera. Elle te pardonnera. Elle comprendra que tu as fait ça pour votre bien à tous les deux. Je ne sais pas si je l'ai cru. Je crois plutôt que j'avais envie de la croire. J'étais tellement aveuglée par mon ambition. Tellement empêtrée dans mon ressentiment. Que la ligne entre le bien et le mal était devenue floue. J'étais épuisée de me battre. Je voulais juste que les choses avancent. Peu importe le prix. Je n'ai pas engagé d'avocat. Pas encore. Mais j'ai commencé à me comporter différemment. J'ai commencé, inconsciemment peut-être, à rassembler des preuves de l'entêtement de ma mère. Chaque fois qu'elle refusait une de mes suggestions, un nouveau plat. Un nouveau vin. Une nouvelle façon de dresser une assiette, je le notais mentalement. Chaque petite dispute devenait un argument de plus dans le dossier que je construisais contre elle dans ma tête. Le restaurant en souffrait terriblement. L'ambiance était devenue si mauvaise que même nos clients les plus fidèles commençaient à espacer leurs visites. Gérard essayait de maintenir les apparences. Mais son sourire semblait forcé. Un soir, il m'a pris à part. Julien, a-t-il commencé avec sa voix douce et paternelle. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais vu ta mère comme ça. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Ce restaurant, c'est votre force quand vous êtes ensemble. Si vous vous déchirez, les murs vont s'écrouler. J'ai eu honte. Une honte brûlante. Mais au lieu d'écouter sa sagesse, je me suis braquée. Mêle-toi de tes affaires. Gérard. Tu n'es qu'un employé ici. Je n'oublierai jamais son regard. Il y avait plus de déception que de colère. Il a hoché la tête lentement et s'est éloigné sans un mot. J'avais blessé le seul homme, en dehors de ma famille, qui m'aimait sans condition. J'étais en train de scier la branche sur laquelle j'étais assis. Mais je ne le voyais pas. Le point culminant. La scène que mon esprit repasse en boucle pendant mes nuits d'insomnie. Est arrivée un dimanche midi. C'était l'un des services les plus importants de la semaine. Le restaurant était plein. Chloé était là.
Elle avait insisté pour venir? Pour te soutenir? Avait-elle dit. Elle s'était installée à une table bien en vue? Avec 2 de ses amies? Des femmes aussi élégantes et superficielles qu'elle. Dès le début, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Chloé se plaignait de tout, mais avec des sourires mielleux. Le vin n'était pas assez frais, le pain pas assez croustillant. C'était de petites piques, assez discrètes pour que seuls les gens proches de la table les entendent. Maman était en cuisine, mais je savais qu'elle entendait les retours que Gérard nous faisait à voix basse. Elle serrait les dents et continuait à cuisiner, le visage fermé. Le plat principal est arrivé. Le fameux saucisson de lion brioché. Une des fiertés de ma mère. Chloé l'a piqué avec sa fourchette. L'a examiné comme si c'était un insecte étrange. Oh là là! A-t-elle dit assez fort pour que plusieurs tables se tournent vers elle. C'est rustique. Un peu lourd. Non. Je pense que mon estomac ne va pas supporter. Une de ses amies a ricané. C'en était trop pour ma mère. Elle est sortie de la cuisine. Son tablier encore noué à la taille. Les mains sur les hanches. Ses joues étaient rouges de chaleur et de fureur. Elle a marché droit vers la table de Chloé. Le silence s'est fait dans le restaurant. Il y a un problème. Mademoiselle? A demandé maman. Sa voix tremblant de colère contenue. Chloé a levé les yeux vers elle, feignant la surprise et l'innocence. Oh! Madame Martine. Non. Pas de problème. Je disais juste que c'est une cuisine très traditionnelle. Peut-être un peu passée de mode. Passée de mode? A répété maman. Sa voix montant. Cette cuisine a nourri des générations de Lyonnais. Cette cuisine a payé tes études? Julien. Cette cuisine. Elle a une âme. Ce que tu n'auras jamais. Toi. Tu n'es qu'une petite arriviste. Une croqueuse de diamants qui ne respecte rien. Le visage de Chloé s'est décomposé. Elle a mis sa main sur son cœur. Comme si elle était mortellement blessée. Des larmes ont instantanément rempli ses yeux. C'était une performance digne d'une grande actrice. Comment osez-vous? Je ne faisais que donner mon avis. A-t-elle balbutié? La voix brisée par les sanglots. Julien. Mon amour. Ta mère m'insulte. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'étais paralysée. Debout entre la cuisine et la salle. Mon cœur battait à tout rompre. D'un côté, ma mère. Le visage dur. Défendant son honneur et son héritage. De l'autre, Chloé. En larmes. L'incarnation de la vulnérabilité. Mon cerveau a cessé de fonctionner. Je n'ai vu que les larmes de Chloé. Je n'ai entendu que sa voix qui m'appelait à l'aide. J'ai vu ma mère comme l'agresseur. La méchante femme qui faisait pleurer l'amour de ma vie. J'ai marché vers elle. Mon corps bougeait tout seul. Commandé par une rage aveugle. Une rage contre ma mère pour avoir créé cette scène. Une rage contre moi-même pour être si faible. Ça suffit. Maman. Ai-je dit d'une voix sourde. Julien. Tu vois bien ce qu'elle fait? Elle. Je ne l'ai pas laissé finir. J'ai levé la main. Et je l'ai giflé. Le son a claqué dans le silence du restaurant. Un bruit sec. Horrible. Définitif. Il n'a duré qu'une seconde. Mais cette seconde s'est étirée à l'infini. Le temps s'est arrêté. Les visages des clients étaient figés dans l'horreur et l'incrédulité. Gérard a laissé tomber un plateau. Le bruit du verre brisé sur le carrelage a été le seul son qui a suivi le mien.
Ma main me brûlait. Mais la vraie brûlure était dans le regard de ma mère. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle m'a juste regardé. Dans ses yeux, j'ai vu la surprise. Puis une douleur si profonde. Si immense. Que j'ai cru que j'allais m'effondrer. C'était un regard qui me disait que je venais de briser quelque chose d'irréparable. Pas seulement sa joue. Mais son cœur. Notre lien. Tout. Lentement. Sans me quitter des yeux. Elle a porté sa main à sa joue. Puis elle a détaché son tablier. Celui qu'elle portait chaque jour depuis 30 ans. Elle l'a plié soigneusement. L'a posé sur le comptoir. Elle a fait un léger signe de tête à Gérard. Un adieu silencieux. Et elle est partie. Elle a traversé le restaurant la tête haute. A poussé la porte et a disparu dans la rue. Sans un mot. Sans un regard en arrière. Le silence qui a suivi son départ était pire que n'importe quel cri. Il était lourd. Accusateur. Chaque paire d'yeux dans le restaurant était pointé sur moi. Non pas avec colère, mais avec une sorte de pitié dégoûtée. J'étais devenu un monstre sous leurs yeux. Chloé s'est levée. A mis son bras autour de moi. C'est fini. Mon amour. Allons-nous-en? A-t-elle murmuré. Mais son contact me brûlait la peau. Mon geste. Cet acte horrible et irréversible. Avait été posé en son nom. Mais il ne m'appartenait qu'à moi. La honte m'a submergée. Une vague glaciale qui m'a laissé sans voix. Sans souffle. Les clients ont commencé à partir. Un par un. En silence. Ils posaient de l'argent sur leur table et s'en allaient. Sans même demander l'addition. Comme s'ils fuyaient la scène d'un crime. Gérard. Le visage aussi blanc qu'un linge. Ramassait les débris de son plateau. Il ne m'a pas regardé une seule fois. Quand la salle fut vide. Il s'est approché de moi. Il a retiré son tablier. Le même geste que ma mère avait fait. Mais avec une lenteur infinie. J'ai commencé à travailler ici le jour de tes 5 ans. A-t-il dit d'une voix rauque. Ton père m'a dit, Gérard. Cette maison est la tienne aussi. Veille sur ma femme et mon fils. Aujourd'hui. J'ai échoué. Gérard. Il a levé la main pour m'interrompre. Je ne peux plus travailler pour toi. Julien. Je ne peux plus te regarder en face. Il a posé son tablier à côté de celui de ma mère. 2 linceuls blancs sur le comptoir en bois. Puis. Il est parti à son tour. Me laissant seul avec Chloé au milieu des ruines de mon monde. Ne t'inquiète pas pour eux. A dit Chloé. Essayant de paraître rassurante. C'est mieux comme ça. C'est une rupture nette. Maintenant, nous pouvons enfin construire notre projet. Sans personne pour nous ralentir. Elle ne comprenait pas. Ou peut-être qu'elle ne voulait pas comprendre. Ce n'était pas une rupture nette. C'était une amputation. On venait de m'arracher le cœur et elle parlait de plans de construction. Une petite voix au fond de moi a crié. Une voix de panique. Mais je l'ai fait taire. J'avais déjà tout sacrifié. Reculer maintenant aurait rendu mon geste encore plus monstrueux. En le privant de toute justification. Je devais aller de l'avant. Je devais réussir. Pour prouver que ce sacrifice n'avait pas été vain. Les jours suivants ont été étranges et vides. Le coq d'or était fermé. J'ai essayé d'appeler ma mère des dizaines de fois. Son téléphone était éteint. Je suis allée chez ma tante. Sa sœur. Elle m'a ouvert la porte. M'a regardé avec des yeux froids et m'a dit, elle ne veut pas te voir? Julien. Elle est partie. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps. Elle m'a fermé la porte au nez.
La disparition de ma mère a laissé un vide immense. Un silence qui hantait chaque recoin de l'appartement et du restaurant. Mais ce vide était aussi, d'une manière perverse, une opportunité. Il n'y avait plus d'obstacle. Plus personne pour s'opposer à mes plans. Chloé a sauté sur l'occasion. C'est un signe. Julien, m'a-t-elle dit. Ses yeux brillants d'excitation. Nous avons carte blanche. Nous allons tout raser et tout reconstruire. Ce sera magnifique. Elle a fait venir les avocats. La procédure a été d'une simplicité désarmante. L'absence de ma mère, son silence, a été interprété comme un abandon. En tant que seul gérant restant, j'ai pu prendre les décisions nécessaires pour sauver l'entreprise. Le mot « sauver » me donnait la nausée. J'ai signé les papiers pour l'hypothèque. Le bruit du stylo sur le papier sonnait comme le crissement de la terre sur un cercueil. La banque, voyant le potentiel d'un projet moderne et ambitieux dans un quartier touristique, a accordé le prêt sans difficulté. L'argent est arrivé sur mon compte. Une somme énorme, qui me donnait le vertige. Dès que les fonds ont été disponibles, les travaux ont commencé. Le son des marteaux-piqueurs détruisant l'intérieur du « coq d'or » était une torture. Chaque coup était une attaque contre mes souvenirs. J'ai vu les ouvriers arracher les banquettes en moleskine rouge où je m'asseyais pour faire mes devoirs. J'ai vu le vieux comptoir en zinc, poli par des milliers de coudes, être découpé en morceaux. J'ai vu le carrelage de la cuisine, celui que ma mère avait frotté à genoux, être réduit en poussière. Je ne pouvais pas supporter de regarder ça. Je passais mes journées loin du chantier, dans l'appartement de Chloé. Un appartement moderne, froid, impersonnel, qui ressemblait déjà au plan de notre futur restaurant. Je buvais un peu trop. J'essayais d'oublier. Chloé, elle, était dans son élément. Elle gérait tout, les architectes, les fournisseurs, la communication. Elle a créé un nouveau nom, un nouveau logo. Éphémère. Elle disait que ça évoquait la légèreté. L'instant présent. Une expérience culinaire unique et fugace. Pour moi, ce nom avait une résonance bien plus sombre. Il me rappelait que tout ce que j'avais cru éternel pouvait disparaître en un instant. Je devais me concentrer sur le menu. C'était mon rôle. Je passais des heures dans une cuisine de location, à expérimenter. Je voulais créer quelque chose de spectaculaire, de jamais vu. Je voulais prouver à tout le monde, à ma mère, à Gérard, aux anciens clients, au monde entier que j'étais un grand chef. Ma cuisine est devenue technique, cérébrale. J'utilisais de l'azote liquide, des siphons, des gélifiants. Je déconstruisais les plats traditionnels lyonnais jusqu'à ce qu'ils soient méconnaissables. La quenelle de brochet est devenue une écume de brochet à l'air de nantois. Le saucisson brioché s'est transformé en une sphérification de saucisson. Brioche déstructurée. Mes plats étaient visuellement stupéfiants. Des tableaux miniatures. Mais il manquait de quelque chose. Il manquait d'âme. Il manquait de la générosité de ma mère, de la chaleur de ses sauces, de l'amour qu'elle mettait dans chaque plat. Ma cuisine était devenue froide, comme moi. C'était une cuisine de la colère et de la honte. Une cuisine qui criait « Regardez comme je suis intelligent !» Et non « Régalez-vous !» Les mois ont passé. Éphémère a pris forme. Les murs gris béton. Les tables en marbre noir. Les chaises design inconfortables. Il n'y avait plus de photos de famille au mur. Plus de casseroles en cuivre. Juste des œuvres d'art contemporain abstraites et une lumière crue qui ne pardonnait aucun défaut. Le restaurant était magnifique.
D'une beauté glaciale. Il ne ressemblait plus à un lieu où l'on partage un repas. Il ressemblait à une galerie d'art ou à une morgue de luxe. L'ouverture a été un événement médiatique orchestré par Chloé. Elle avait invité toute la presse, les influenceurs, les belles personnes de Lyon. Il n'y avait aucun de nos anciens clients. Ils n'auraient pas été à leur place. Et de toute façon, ils n'auraient pas été les bienvenus. Le soir de l'inauguration, j'étais dans ma cuisine flambant neuve. Une cuisine immense, suréquipée, silencieuse. J'avais une brigade de jeunes chefs ambitieux qui exécutaient mes ordres avec une précision militaire. Il n'y avait pas de rire, pas de camaraderie. Juste la tension du service. J'ai vu Chloé entrer dans la salle. Elle portait une robe de soirée scintillante. Elle était la reine de la soirée, saluant les invités, souriant aux photographes. Elle est venue me voir en cuisine avant le début du service. « Tu es prêt, mon chef ?» m'a-t-elle dit en m'embrassant sur la joue. « Ce soir, tu entres dans la cour des grands. » J'ai hoché la tête, mon estomac noué par le stress. J'ai regardé la salle à travers le passe-plat. J'ai vu tous ces visages inconnus. Ces gens qui étaient là pour voir et être vus. Et pour la première fois, j'ai ressenti une peur panique. Je ne cuisinais pas pour eux. Je ne savais pas comment cuisiner pour eux. Toute ma vie, j'avais cuisiné pour des gens que je connaissais. Pour leur donner du plaisir. Ce soir, je cuisinais pour des juges. Le service a été un succès technique. Aucun plat n'est revenu en cuisine. Les assiettes étaient parfaitement dressées. Mais quand je regardais les clients, je ne voyais pas de joie sur leur visage. Je voyais de la curiosité, parfois de l'admiration pour la complexité des plats. Mais pas ce plaisir simple et profond que je voyais autrefois dans les yeux des clients du Coq d'Or. Ils ne se régalaient pas. Ils analysaient. Ils prenaient des photos pour Instagram. À la fin du service, je suis sortie saluer la salle, poussée par Chloé. On m'a applaudi poliment. Des journalistes m'ont posé des questions sur mes inspirations, sur ma philosophie culinaire. J'ai répété les phrases que Chloé m'avait préparées. Je me sentais comme un imposteur. Les critiques dans les journaux le lendemain étaient mitigées. Ils saluaient la prouesse technique et l'audace du concept, mais pointaient du doigt un manque d'émotion et des prix exorbitants. Un critique plus âgé et respecté a écrit une phrase qui m'a hantée: Julien a le talent de son père et la technique des meilleurs. Mais il semble avoir oublié la leçon la plus importante de sa mère: on ne cuisine pas avec ses mains, mais avec son cœur. J'ai montré l'article à Chloé. Elle l'a balayé d'un geste de la main. Un vieux jaloux. Ne l'écoute pas. L'important, c'est le buzz. Et on l'a. Les réservations sont complètes pour les 3 prochaines semaines. Elle avait raison. Au début, la curiosité a attiré les foules. Les gens riches et branchés de Lyon venaient dîner à Éphémère. Ils payaient des sommes folles pour manger mes plats miniatures et boire des vins hors de prix. Mais peu d'entre eux revenaient. L'effet de nouveauté s'est vite estompé. Je me suis vite rendu compte que gérer un restaurant de luxe était très différent de gérer un bouchon familial. Les charges étaient astronomiques. Le personnel coûtait une fortune. Les ingrédients rares aussi. Les marges bénéficiaires étaient minuscules. Pour être rentable, il fallait que le restaurant soit plein tous les soirs, sans exception. Après le premier mois d'euphorie, les réservations ont commencé à baisser. D'abord lentement, puis de plus en plus vite. Les soirs de semaine, la grande salle semblait désespérément vide. Le silence n'était plus un signe de respect, mais un signe d'échec. Ma relation avec Chloé a commencé à se fissurer.
Elle qui avait été si encourageante et si présente devenait distante et critique. Elle me reprochait le manque de rentabilité. Il faut que tu fasses quelque chose. Julien, me disait-elle. Sa voix dure. Tes plats sont trop compliqués. Ils coûtent trop cher à produire. Simplifie. Fais des choses plus commerciales. Mais c'est toi qui voulais ça. Ai-je répondu? Abasourdi. Tu voulais un restaurant étoilé? Une cuisine d'artiste. Je voulais un restaurant qui rapporte de l'argent. A-t-elle crié. Je n'ai pas tout sacrifié pour que tu joues au savant fou dans ta cuisine. Tout sacrifié? Ai-je demandé, sentant la colère monter. C'est moi qui ai tout sacrifié. Ma famille. Ma maison. Tout. C'était la première fois que nous nous disputions aussi violemment. Ce ne serait pas la dernière. L'argent, ou plutôt le manque d'argent, était devenu le sujet principal de nos conversations. La pression de l'hypothèque était constante. Chaque mois, le remboursement à la banque était comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. J'étais épuisée. Physiquement et mentalement. Je n'avais plus aucun plaisir à cuisiner. C'était devenu une corvée. Une source d'angoisse. J'ai essayé de suivre les conseils de Chloé. De simplifier mes plats. Mais c'était trop tard. J'avais perdu ma clientèle traditionnelle sans réussir à fidéliser la nouvelle. J'étais coincée entre deux mondes. Ne partenant à aucun. Parfois. La nuit. Je faisais des cauchemars. Je rêvais que j'étais dans la cuisine du Coq d'Or. Ma mère était là. Elle me souriait. Elle me tendait une assiette fumante de pot-au-feu. Je m'approchais pour la prendre. Mais l'assiette se transformait en poussière dans mes mains. Je me réveillais en sueur. Le cœur battant. Avec un goût de cendre dans la bouche. La descente fut lente. Puis brutalement rapide. Comme une voiture qui dérape sur une plaque de verglas. Au début, on sent juste une légère perte de contrôle. Une sensation désagréable. Puis, soudain, on part en tête à queue. Et tout s'accélère vers le crash inévitable. Les tables vides des éphémères sont devenues ma torture quotidienne. Chaque chaise inoccupée était un reproche silencieux. Pour combler le vide, je travaillais encore plus, créant des plats de plus en plus complexes, de plus en plus désespérés, espérant que le prochain coup de génie ramènerait les foules. Mais mon inspiration s'était tarie. Elle était partie avec ma mère. Je me contentais de copier ce que je voyais dans les magazines, de suivre les modes sans les comprendre. Ma cuisine n'était plus qu'une coquille vide, belle à l'extérieur, mais sans rien de nourrissant à l'intérieur. Les dettes s'accumulaient. Fournisseurs, salaires, impôts, et bien sûr, le prêt bancaire. Je jonglais avec les factures, reportant les paiements, faisant des promesses que je savais ne pas pouvoir tenir. Le jeune chef ambitieux que j'étais s'était transformé en un homme d'affaires médiocre et angoissé. Je passais plus de temps dans mon bureau, la tête dans les chiffres, que dans ma cuisine. Et les chiffres étaient cruels. Ils dessinaient une spirale descendante qui ne laissait aucune place à l'espoir. Chloé s'éloignait de plus en plus. Elle ne venait presque plus au restaurant. Elle disait que l'atmosphère déprimante du lieu l'affectait. Elle passait ses soirées à des cocktails, des vernissages, des événements mondains. Je dois entretenir mon réseau, disait-elle. Mais je savais que c'était une excuse. Elle fuyait notre échec. Elle fuyait ma compagnie. Nos disputes devenaient plus fréquentes, plus amères. L'argent était le nerf de la guerre. J'ai vu tes relevés de compte, me lançait-elle.
Tu as acheté une nouvelle machine pour la cuisine? Tu es fou? On n'a même pas de quoi payer l'électricité. Il me la fallait pour une nouvelle recette. J'essaie de sauver ce restaurant. Tu ne sauves rien du tout. Julien. Tu nous enfonces. Tu es comme un joueur de casino qui double la mise après chaque perte. En espérant un miracle. Elle avait raison. Mais l'admettre aurait été admettre que tout ce que j'avais fait. Le sacrifice de ma mère. La destruction du coq d'or. N'avait servi à rien. Mon ego ne pouvait pas l'accepter. Alors je m'enfonçais dans le déni. C'est juste une mauvaise passe. Je répétais. À elle et à moi-même. Les affaires vont reprendre. Mais les affaires ne reprenaient pas. J'ai dû commencer à licencier du personnel. D'abord un commis. Puis un plongeur. Puis un serveur. Ma brigade se réduisait comme peau de chagrin. Bientôt. Je me suis retrouvée presque seule en cuisine. À essayer de produire des plats compliqués avec une aide minimale. La qualité a commencé à en souffrir. Les rares clients qui venaient encore se plaignaient de l'attente. Des erreurs dans les commandes. Éphémère était en train de mourir. Et j'étais le seul à refuser de le voir. Le pire était la solitude. Au coq d'or. Même dans les moments les plus intenses. Je n'avais jamais été seule. Il y avait toujours ma mère à mes côtés. Gérard dans la salle. Le bruit familier des conversations. Ici. Le silence de la cuisine vide était assourdissant. Il me renvoyait à mon propre vide intérieur. J'ai commencé à boire. Pas seulement le soir. Après le service. Un verre de vin pour me donner du courage avant. Un autre pour calmer mes nerfs pendant. L'alcool émoussait les bords tranchants de mon angoisse. Il me donnait une fausse confiance. Mais il ralentissait mes gestes. Troublait mon jugement. Un soir. J'ai raté une cuisson importante. Un filet de bœuf trop cuit pour la seule table de clients importants de la semaine. Le plat est revenu en cuisine. J'ai explosé de rage. Jetant l'assiette contre le mur. Mon second. Le dernier chef qui me restait. M'a regardé avec un mélange de peur et de pitié. Il a démissionné le lendemain matin. J'étais maintenant complètement seule en cuisine. J'essayais de maintenir une carte ambitieuse. Mais c'était impossible. Je servais des plats bâclés. Indignes des prix affichés au menu. J'avais honte. Moi qui avais rêvé d'étoiles Michelin. Je n'étais même plus capable de gérer un service correct. Chloé. Elle. Avait déjà un pied dehors. Elle ne me parlait presque plus de l'avenir. Mais de ses propres projets. Un voyage à Milan. Une offre d'emploi à Paris. Elle construisait sa sortie de secours. Et dans son discours, le « nous » avait été remplacé par le « je ». Je me souviens d'une conversation en particulier. C'était tard le soir. Dans son appartement. J'étais rentrée. Épuisée et à moitié ivre après une soirée désastreuse au restaurant. Elle était en train de faire sa valise. Tu pars où? Ai-je demandé d'une voix pâteuse. À Paris pour quelques jours. Un rendez-vous professionnel. Ne me laisse pas seule. Chloé. J'ai besoin de toi. Elle s'est arrêtée et m'a regardée. Pour la première fois. Il n'y avait plus d'irritation dans ses yeux. Juste une froideur. Une distance infranchissable. Besoin de moi pourquoi? Julien? Pour éponger tes dettes? Pour écouter tes lamentations? J'ai cru en toi. J'ai cru en ton talent. Mais tu as tout gâché. J'ai tout gâché? Ai-je éclaté? J'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. J'ai suivi tes conseils? Tes plans? C'est notre projet. Notre échec.
Non, a-t-elle dit calmement. Et ce mot a été plus brutal qu'une gifle. C'est ton échec. Moi. Je t'ai juste montré une porte. C'est toi qui as décidé de la franchir. C'est toi qui as levé la main sur ta mère? Pas moi. Tu dois assumer tes choix. Elle avait retourné la situation avec une habileté diabolique. Elle s'était effacée de l'équation, me laissant seule avec toute la culpabilité. J'étais sans voix. Elle avait raison. Sur le fond. C'était moi. Et moi seule. Qui portait la responsabilité de mes actes. Mais elle était l'architecte de mes mauvaises décisions. Elle m'avait fourni les plans et les outils. Je suis désolée. Julien. A-t-elle ajouté. Avec une fausse compassion qui me donnait la nausée. Mais je ne peux pas sombrer avec toi. J'ai ma propre carrière. Ma propre vie à construire. Elle a fermé sa valise. Le clic de la serrure a sonné comme le point final de notre histoire. Elle est partie le lendemain matin. Elle a laissé quelques affaires derrière elle. Mais je savais qu'elle ne reviendrait pas les chercher. Son départ a été le coup de grâce. J'ai perdu pied complètement. J'ai arrêté d'essayer de sauver le restaurant. J'ouvrais les portes chaque soir. Par habitude. Mais mon cœur n'y était plus. Je passais mes journées à errer dans les rues de Lyon. En évitant le quartier du Coq d'Or. Chaque rue. Chaque place me rappelait une vie antérieure. Une vie heureuse que j'avais moi-même sabotée. Parfois. Je m'asseyais sur un banc. Place Bellecour. Et je regardais les gens passer. Des familles. Des couples. Des amis. Ils riaient. Ils parlaient. Ils semblaient si insouciants. Je me sentais comme un fantôme. Invisible. Étranger à leur monde. Je pensais constamment à ma mère. Où était-elle? Que faisait-elle? Est-ce qu'elle pensait à moi? La douleur de son absence était une plaie ouverte. J'avais son visage gravé dans ma mémoire. Au moment de la gifle. Ce regard de stupéfaction et de douleur infinie. Je le voyais chaque fois que je fermais les yeux. La banque a commencé à s'impatienter. Les lettres de rappel sont devenues des mises en demeure. Un homme au ton glacial, mon conseiller clientèle, m'appelait tous les jours. Sa voix était le son de l'échec. Monsieur, si nous ne recevons pas de paiement sous 48 heures, nous serons obligés d'engager une procédure de saisie. Le mot « saisie » flottait dans l'air. La fin était proche. Je n'avais plus aucune ressource. Plus aucune énergie pour me battre. J'étais comme un boxeur acculé dans les cordes. Attendant le coup de KO. Le dernier soir des éphémères est arrivé sans que je m'en rende vraiment compte. Il n'y a pas eu de cérémonie. Pas d'adieu. Il n'y a simplement eu aucun client. Pas un seul. J'ai attendu jusqu'à 22 heures. Dans la salle vide et silencieuse. J'étais seule. Puis. J'ai éteint les lumières une par une. J'ai fermé la porte à clé. Et je savais que je ne la rouvrirais jamais. Je suis montée à l'appartement au-dessus. L'appartement où j'avais grandi. Il était vide et froid. La plupart de nos meubles avaient été vendus pour financer les travaux. Il ne restait que mon lit et quelques cartons. C'est là, dans le silence de la nuit, que j'ai trouvé une petite boîte en bois que j'avais oubliée. Elle était au fond d'une armoire. C'était une boîte qui contenait de vieilles photos de famille. Je me suis assis par terre et je l'ai ouverte. Il y avait des photos de moi enfant. Avec mon père et ma mère. Au restaurant. Sur une photo. Je suis tout petit. Avec une toque de chef trop grande pour moi. Et je plonge fièrement une cuillère dans une marmite. Ma mère est derrière moi. Elle rit aux éclats.
Son visage est plein de joie et d'amour. J'ai regardé cette photo pendant des heures. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai pleuré. Pas des larmes de pitié pour moi-même, mais des larmes de regret. Un regret si profond, si écrasant, que j'ai cru qu'il allait me noyer. J'ai pleuré pour le petit garçon que j'avais été, pour l'homme que j'aurais dû devenir, et pour la mère que j'avais perdue. J'avais tout eu. J'avais eu l'amour, un foyer, un héritage. Et j'avais tout échangé contre un rêve éphémère. Un rêve qui s'était transformé en cauchemar. Le lendemain matin, les huissiers sont arrivés. Ils étaient 2 hommes en costume sombre, avec des visages impassibles. Ils m'ont tendu des papiers officiels. Ils ont mis des scellés sur la porte du restaurant. J'ai regardé la scène depuis la fenêtre de l'appartement, détaché, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Ils m'ont donné 48 heures pour quitter l'appartement. Je n'ai pas protesté. Je n'avais plus la force. J'ai fait un seul sac. Quelques vêtements. La boîte de photos. Et c'est tout. Le reste, tout ce qui avait constitué ma vie, a été laissé derrière. En sortant de l'immeuble pour la dernière fois, j'ai levé les yeux vers l'enseigne. Le nom éphémère se détachait en lettres de métal froid sur la façade. Jamais un nom n'avait été aussi tristement approprié. Mon règne en tant que grand chef avait été aussi bref et fragile qu'une bulle de savon. Me voilà à la rue. Sans argent. Sans travail. Sans famille. Sans foyer. J'étais devenu ce que j'avais toujours craint de devenir, un raté. Devenir un sans-abri n'est pas un événement soudain. C'est un glissement. Le premier soir, on se dit que c'est temporaire. On dort chez un ami. Si on en a encore. J'ai essayé d'appeler quelques anciennes connaissances. Des cuisiniers avec qui j'avais travaillé. Les conversations étaient courtes. Gênées. Ah. Julien. J'ai entendu pour ton restaurant. Vraiment désolé. Écoute. Ce n'est pas le bon moment. Je suis très occupée. Personne ne voulait être associé à un échec. J'étais toxique. Le deuxième soir, on va dans un hôtel bon marché, en se disant qu'on trouvera une solution le lendemain. Le troisième soir, l'argent de l'hôtel vient à manquer. On passe la nuit dans une gare, à faire semblant d'attendre un train qui n'arrive jamais. Et puis, vient le moment où l'on n'a plus d'autre choix que la rue. Lyon, la ville que j'avais tant aimée, est devenue un labyrinthe hostile. Ses rues magnifiques, ses places animées, tout ce qui faisait sa fierté, est devenu un décor ironique pour ma déchéance. Les odeurs des bouchons, qui s'échappaient des portes entr'ouvertes, étaient une torture. L'odeur de la saucisse de Morteau, du gratin dauphinois, du poulet à la crème. Ces odeurs qui avaient été toute ma vie me donnaient maintenant la nausée, car elles me rappelaient tout ce que j'avais perdu. Les premiers temps, la faim était la pire chose. Une douleur sourde et constante dans mon ventre. Moi, Julien, qui avait passé ma vie à nourrir les autres, à créer des plats sophistiqués. Je me retrouvais à fouiller les poubelles derrière les boulangeries pour trouver un bout de pain rassis. L'humiliation était aussi douloureuse que la faim elle-même. La première fois que j'ai dû le faire, j'ai attendu que la nuit soit complètement tombée, agissant comme un voleur dans ma propre ville. Puis, il y a eu le froid. Le froid humide de l'hiver lyonnais, qui s'infiltre sous les vêtements et vous glace jusqu'aux os. Je dormais sous des ponts, dans des porches d'immeubles, recroquevillé sur des cartons pour m'isoler du sol gelé. Chaque nuit était une lutte pour la survie. Une prière pour que le soleil se lève.
Et enfin, il y a eu l'invisibilité. C'est peut-être le pire. Les gens ne vous regardent pas. Leur regard vous traverse. Comme si vous étiez un meuble urbain. Une partie du décor. Ils pressent le pas en passant à côté de vous. Évitant tout contact. Vous cessez d'être une personne. Vous devenez une gêne? Un problème. Un rappel désagréable que la vie peut basculer. J'ai perdu la notion du temps. Les jours se fondaient les uns dans les autres. Rythmés seulement par la recherche de nourriture et d'un abri pour la nuit. J'ai maigri. Mes vêtements, autrefois ceux d'un chef respectable, sont devenus des haillons sales et déchirés. Une barbe hirsute a envahi mon visage. Mes cheveux sont devenus longs et emmêlés. Quand je croisais mon reflet dans une vitrine, je ne me reconnaissais pas. Je voyais le visage d'un étranger. Un homme hagard, aux yeux vides. Mes pensées tournaient en boucle, comme un disque rayé. La scène de la gifle. Le visage de ma mère. Le sourire triomphant de Chloé. Les murs du Coq d'Or qui s'effondraient. La culpabilité et le regret étaient mes seuls compagnons. Ils étaient plus lourds à porter que le sac contenant mes maigres possessions. Une nuit. Alors que je cherchais un abri contre une pluie glaciale, je suis passé devant ce qui avait été mon restaurant. Éphémère. L'enseigne avait été enlevée. Un panneau à louer était collé sur la vitrine. Le lieu était vide. Sombre. Mort. Je me suis arrêté devant. Sous la pluie. Et j'ai regardé à travers la vitre sale. J'ai imaginé les tables en marbre. Les lumières design. Tout avait disparu. Ne laissant qu'un espace vide. Comme ma vie. C'était comme regarder ma propre tombe. Un soir. Poussé par une faim insupportable. J'ai fait quelque chose que je ne me serais jamais cru capable de faire. Je suis allé à la soupe populaire tenue par une église près de la Saône. J'ai fait la queue avec d'autres ombres silencieuses. Le visage baissé. Priant pour que personne ne me reconnaisse. En attendant mon tour, j'ai entendu une voix familière. Une voix douce et gentille. Mon cœur s'est arrêté. J'ai levé les yeux. C'était Gérard. Il était de l'autre côté du comptoir, servant de la soupe. Il était plus vieux. Ses traits étaient tirés. Mais c'était bien lui. Il travaillait là. Comme bénévole. La panique m'a saisi. J'ai fait demi-tour pour m'enfuir. Mais il m'avait vu. Julien? Sa voix était pleine d'incrédulité. Je me suis figé. Le dos tourné. Je ne pouvais pas lui faire face. J'avais trop honte. Julien? C'est bien toi? A-t-il répété en contournant le comptoir. Je me suis retourné lentement. Il s'est approché de moi. Il m'a regardé. Mon visage sale. Mes vêtements en lambeaux. Il n'y avait pas de dégoût dans ses yeux. Seulement une immense. Une infinie tristesse. Mon Dieu. Mon petit. A-t-il murmuré. Sa voix se brisant. Il m'a pris dans ses bras. J'ai essayé de le repousser. Me sentant indigne de son contact. Mais il m'a serré plus fort. Et là. Dans les bras de cet homme qui avait été comme un second père pour moi. Je me suis effondrée. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis l'enfance. Des sanglots rauques et douloureux qui secouaient tout mon corps. Toute la misère. Toute la honte. Toute la solitude des derniers mois se sont déversées en un flot incontrôlable. Il m'a laissé pleurer. Quand je me suis enfin calmée. Il m'a tendu un bol de soupe fumante et un morceau de pain. Assieds-toi. Mange. Je me suis assis à une table à l'écart. J'ai mangé la soupe la plus simple du monde, des légumes.
Des pommes de terre. Et c'était le meilleur repas que j'avais mangé depuis des années. Parce qu'il n'était pas seulement chaud et nourrissant. Il était donné avec compassion. Quand j'ai eu fini, Gérard s'est assis en face de moi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Julien? Je lui ai tout raconté. L'échec du restaurant. La fuite de Chloé. Les dettes. La rue. Je parlais d'une voix monotone. Sans émotion. Comme si je racontais l'histoire de quelqu'un d'autre. Il a écouté sans m'interrompre. Hochant la tête de temps en temps. Son visage une carte de la tristesse. Quand j'ai eu fini. Il est resté silencieux un moment. Et ta mère? A-t-il finalement demandé. Le nom a fait l'effet d'un coup de poignard. Je ne sais pas. Ai-je avoué. Je n'ai aucune nouvelle. Elle a disparu. Elle n'a pas disparu? Julien? A dit Gérard doucement. Elle s'est mise à l'abri. De toi. Du mal que tu lui as fait. Il lui fallait guérir. Tu sais où elle est? Ai-je demandé? Mon cœur battant soudain avec une lueur d'espoir. Il a hésité. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que tu le saches. Pas maintenant. Pas dans cet état. S'il te plaît. Gérard. Ai-je supplié? Ma voix se brisant. C'est la seule chose qui compte. Je dois savoir si elle va bien. Je dois lui demander pardon. Gérard m'a regardé longuement. Sondant mon âme. Il a dû voir que ma demande était sincère. Qu'elle venait du plus profond de mon désespoir. Elle va bien? A-t-il fini par dire. Elle est retournée là d'où vient sa famille. Un petit village dans le Beaujolais. Elle a une petite maison. Un jardin. Elle vit simplement. Très simplement. L'image de ma mère dans un jardin. Loin du bruit et de la fureur de la ville. Loin de moi. M'a à la fois rassuré et brisé le cœur. Elle avait trouvé la paix. Une paix que je lui avais volée et que je n'avais certainement pas trouvée moi-même. Elle me déteste? N'est-ce pas? Ai-je murmuré. Je ne crois pas que Martine soit capable de détester qui que ce soit. A répondu Gérard. Mais elle a le cœur brisé. Tu as brisé le cœur de ta mère? Julien. C'est une blessure qui met longtemps? Très longtemps à cicatriser. Si elle cicatrise un jour. Ces mots étaient durs. Mais justes. Je ne méritais pas sa pitié. Je méritais la vérité. Cette nuit-là, Gérard ne m'a pas laissé repartir dans la rue. Il m'a emmené chez lui. Un petit appartement modeste dans le quartier de la Croix-Rousse. Il m'a laissé utiliser sa douche. L'eau chaude sur ma peau était une sensation oubliée. Un luxe inouï. Il m'a donné des vêtements propres. Trop grands pour moi. Mais chauds. Il m'a fait un lit sur le canapé. Pour la première fois depuis des mois. J'ai dormi dans un vrai lit. Dans une pièce chauffée. En sécurité. Mais mon sommeil était agité. Peuplé de fantômes. Le lendemain matin. En me réveillant. J'ai senti une odeur. L'odeur de café et de pain grillé. Gérard était dans sa petite cuisine. Il préparait le petit déjeuner. La scène était si simple. Si normale. Si domestique. Et elle m'a frappé avec la force d'une révélation. C'était ça. La vraie vie. Pas les restaurants étoilés. Pas les critiques gastronomiques. Pas la célébrité éphémère. La vraie vie. C'était un bol de soupe chaude quand on a faim. C'était un lit propre quand on est fatigué. C'était quelqu'un qui vous prépare un café le matin. Juste parce qu'il tient à vous. C'était la générosité simple.
L'amour sans condition. Tout ce que ma mère m'avait donné. Tout ce que j'avais piétiné. J'ai passé plusieurs jours chez Gérard. Il m'a nourri. M'a parlé. M'a traité avec une dignité que je ne pensais plus mériter. Il ne m'a pas fait de sermon. Il m'a simplement offert un espace pour respirer. Pour commencer à me reconstruire. Lentement. Très lentement. La brume dans mon esprit a commencé à se dissiper. La colère et l'apitoiement sur moi-même ont laissé place à une lucidité froide et douloureuse. J'ai vu mon parcours non plus comme une tragédie dont j'étais la victime, mais comme une série de choix que j'avais faits. Le choix d'écouter l'ambition plutôt que l'amour. Le choix de faire confiance à une séductrice plutôt qu'à ma propre mère. Le choix de la violence plutôt que du dialogue. Et au milieu de ce champ de ruines qu'était devenue ma vie, une seule pensée a émergé, claire et impérieuse. Je devais voir ma mère. Pas pour lui demander de l'aide. Pas pour qu'elle me sauve. Mais juste pour la regarder dans les yeux et lui dire que j'étais désolée. Même si elle me fermait sa porte au nez. Même si elle ne me pardonnait jamais. Je lui devais au moins ça. C'était la seule chose que je pouvais faire pour commencer à me pardonner à moi-même. Un matin, j'ai annoncé ma décision à Gérard. Je vais aller la trouver. Il m'a regardé. L'air grave. Tu es sûr d'être prêt, Julien? Non. Ai-je répondu honnêtement. Mais je ne le serai jamais. Si j'attends d'être l'homme que j'étais avant, je ne partirai jamais. Je dois y aller comme je suis. Avec rien. C'est la seule façon. Il a compris. Il ne m'a pas donné d'argent. Il savait que ce n'était pas ce dont j'avais besoin. Il m'a donné un vieux sac à dos. Une gourde d'eau. Un morceau de pain et du fromage. Et il m'a donné le nom du village. Bonne chance. Mon petit. M'a-t-il dit sur le pas de la porte. Les larmes aux yeux. Merci. Gérard. Pour tout. Je suis partie. J'ai tourné le dos à Lyon et j'ai commencé à marcher vers le nord. En direction des collines du Beaujolais. Je ne savais pas ce que j'allais trouver au bout du chemin. Peut-être le pardon. Peut-être le rejet. Peut-être rien du tout. Mais pour la première fois depuis longtemps, je marchais vers quelque chose. Au lieu de fuir. Chaque pas était une pénitence. Chaque kilomètre. Une tentative de me rapprocher. Non seulement de ma mère, mais aussi de l'homme que j'aurais dû être. Le voyage vers le Beaujolais n'était pas long en kilomètres. Mais il a semblé durer une éternité. Je n'avais pas d'argent pour le bus ou le train. Alors j'ai marché. J'ai suivi les petites routes de campagne qui serpentent entre les vignobles. C'était le début de l'automne. Les vignes prenaient des teintes d'or et de pourpre. La beauté du paysage était presque douloureuse. Un contraste violent avec la laideur de mon âme. J'ai dormi dans des granges abandonnées. Bu l'eau des fontaines de village. J'ai travaillé une journée pour un vieux vigneron en échange d'un repas chaud et d'un toit pour la nuit. Il ne m'a pas posé de questions. Il a juste vu un homme qui avait besoin d'aide. Sa gentillesse silencieuse a été un baume sur mes plaies. Plus je m'éloignais de Lyon, plus le poids sur mes épaules semblait s'alléger. Le bruit de la ville a été remplacé par le chant des oiseaux et le murmure du vent dans les feuilles. Cet environnement paisible me forçait à l'introspection. Loin de la pression. Loin de l'ambition. Loin de Chloé. Je pouvais enfin entendre ma propre voix. Et elle me disait à quel point j'avais été un imbécile. Toutes les justifications que j'avais construites pour mes actions se sont effondrées. Ce n'était pas de l'ambition. C'était de l'avidité. Ce n'était pas de l'amour pour Chloé. C'était de la fascination pour le monde qu'elle représentait. Ce n'était pas un désir de modernité. C'était un rejet méprisant de mes propres racines.
J'avais vendu mon âme pour un plat de lentilles. Et le plat s'était avéré vide. Le souvenir de ma mère n'était plus seulement lié à la douleur de la gifle. D'autres souvenirs, plus anciens, plus doux, ont refait surface. Je me suis souvenu d'elle en train de me lire des histoires le soir. De ses mains soignant mes genoux écorchés. De son rire quand je faisais une bêtise en cuisine. De la fierté dans ses yeux quand j'ai réussi mon premier plat tout seul. L'amour qu'elle m'avait donné était inconditionnel, infini. Et je l'avais remerciée avec la pire des trahisons. Après 3 jours de marche, je suis arrivé au village que Gérard m'avait indiqué. C'était un petit bourg tranquille, aux maisons de pierre dorée, niché au creux d'une colline. Il y avait une église, une boulangerie, un petit café, et c'est tout. Le temps semblait s'être arrêté ici. J'ai demandé à une vieille dame qui arrosait ses fleurs si elle connaissait une certaine Martine. Martine ? A-t-elle répété. Bien sûr. La dame qui s'est installée dans la vieille maison du meunier. Au bout du chemin. Une femme charmante. Très discrète. Mon cœur s'est mis à battre à grands coups. J'y étais. J'étais à quelques centaines de mètres d'elle. La peur m'a saisi. Une peur si intense que mes jambes se sont mises à trembler. Et si elle me chassait ? Et si elle appelait la police ? Que pouvais-je bien lui dire ? Pardon semblait un mot si petit. Si dérisoire face à l'énormité de ma faute. J'ai hésité pendant près d'1 heure. Assis sur un muret en pierre. Regardant le chemin qu'on m'avait indiqué. Le soleil commençait à décliner. Peignant le ciel de couleurs douces. C'était maintenant ou jamais. J'ai rassemblé le peu de courage qui me restait et j'ai commencé à marcher. Le chemin longeait un petit ruisseau. Le bruit de l'eau qui coule était le seul son. Avec le battement de mon propre cœur dans mes oreilles. Puis je l'ai vue. La maison. Une petite bâtisse en pierre avec des volets bleus. Il y avait un jardin potager à côté. Bien entretenu. Des tomates. Des courgettes. Des herbes aromatiques. Une légère fumée s'échappait de la cheminée. Et elle était là. Dans le jardin. Elle était de dos. Penchée sur un carré de salade. Elle portait une robe simple et un chapeau de paille. Elle avait l'air plus petite. Plus frêle que dans mes souvenirs. Ses cheveux, que je voyais dépasser de son chapeau, semblaient plus blancs. Je me suis arrêté à l'entrée du jardin. Derrière une vieille barrière en bois. Je n'osais pas bouger. Je la regardais, buvant chaque détail de sa présence. Elle se déplaçait avec une lenteur paisible. Arrachant une mauvaise herbe ici. Vérifiant une feuille là. Elle semblait en paix. Une paix que je lui avais peut-être donnée en disparaissant de sa vie. L'idée m'a transpercé le cœur. Je suis resté là. Silencieux. Pendant de longues minutes. J'étais un fantôme la regardant vivre. Peut-être devais-je juste repartir. Laisser cette image de paix intacte. Ne pas venir la troubler avec ma misérable présence. Mais je ne pouvais pas. Je devais affronter les conséquences de mes actes. J'ai poussé doucement la barrière. Elle a grincé. Le bruit l'a fait sursauter. Elle s'est redressée lentement. A posé une main sur son dos comme si elle était douloureuse. Et elle s'est retournée. Nos regards se sont croisés. Le temps s'est suspendu. Son visage. Il a d'abord exprimé la surprise. La confusion de voir un étranger dépenaillé à l'entrée de son jardin. Puis, ses yeux se sont plissés. Elle m'a reconnu. Et j'ai vu toute une cascade d'émotions traverser son visage. La stupeur. La peur. La colère. Et puis, quelque chose d'autre.
Quelque chose que je n'arrivais pas à déchiffrer. C'était peut-être juste le reflet de ma propre douleur dans ses yeux. Elle n'a rien dit. Elle est restée immobile, son petit sécateur à la main, comme une statue dans son jardin. Les mots que j'avais préparés, les phrases que j'avais répétées 1000 fois dans ma tête pendant ma longue marche. Tout a disparu. Ma gorge était sèche. Ma bouche incapable de former le moindre son. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Je suis tombée à genoux. Là, dans la terre humide du chemin. J'ai baissé la tête, incapable de soutenir son regard plus longtemps. Et j'ai pleuré. Silencieusement. Les larmes coulaient sur mon visage sale, traçant des sillons dans la crasse. Elles tombaient sur le sol, se mêlant à la poussière. C'étaient des larmes de honte, de regret, de désespoir. Des larmes qui disaient tout ce que mes mots ne pouvaient pas exprimer. Le silence s'est étiré. Chaque seconde était une torture. J'attendais. J'attendais un cri. Une insulte. L'ordre de partir. Je méritais tout ça. Mais rien ne venait. Juste le silence. Et le bruit lointain du ruisseau. Finalement, j'ai entendu le bruit de ses pas. Des pas lents. Hésitants. Sur le gravier. Elle s'approchait de moi. J'ai fermé les yeux, me préparant au pire. Elle s'est arrêtée juste devant moi. Je sentais sa présence, son ombre qui me couvrait. Je n'osais toujours pas lever la tête. Puis j'ai senti une main. Une main rugueuse, calleuse. Une main de jardinière. Une main que je connaissais mieux que la mienne. Elle s'est posée sur ma tête, dans mes cheveux sales et emmêlés. Ce n'était pas une caresse. Ce n'était pas un geste de pardon. C'était juste un contact. Un contact qui a brisé le barrage de ma douleur. Mes sanglots silencieux se sont transformés en un gémissement rauque. Un son animal qui venait du plus profond de mes entrailles. Maman. Ai-je réussi à articuler? Ma voix étouffée par les larmes. Maman. Je suis tellement désolée. Sa main est restée sur ma tête. Elle tremblait légèrement. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés comme ça. Moi. À genoux. Brisée. Et elle. Debout au-dessus de moi. Silencieuse. Le soleil se couchait derrière les collines. Et la lumière dorée filtrait à travers les arbres. Finalement. Elle a retiré sa main. J'ai cru que c'était la fin. Qu'elle allait me laisser là. Mais sa voix. Une voix que je n'avais pas entendue depuis si longtemps. Une voix plus fragile. Mais toujours la sienne. A brisé le silence. Lève-toi. Julien. Ce n'était pas un ordre. Ce n'était pas une invitation. C'était une simple constatation. Il fallait se lever. J'ai obéi. Je me suis relevée péniblement. Mes jambes engourdies. Je lui ai fait face. Son visage était un masque impénétrable. Ses yeux étaient rougis. Mais elle ne pleurait pas. Elle avait dû verser toutes ses larmes depuis longtemps. Elle m'a regardé de la tête aux pieds. A constaté mon état lamentable. Il n'y avait pas de pitié dans son regard. Juste une profonde, une insondable tristesse. Tu as faim? A-t-elle dit. Ce n'était pas une question. C'était une évidence. Sans attendre ma réponse, elle m'a fait signe de la suivre. Elle a contourné la maison et m'a conduit vers une petite annexe. Une ancienne buanderie peut-être. Il y avait un robinet extérieur et un morceau de savon posé sur le rebord en pierre. Lave-toi. A-t-elle ordonné? Toujours avec cette même voix neutre.
Puis elle est entrée dans sa maison, me laissant seule. J'ai ouvert le robinet. L'eau était glacée. J'ai enlevé ma chemise en lambeaux et je me suis lavé le visage. Les bras. Le torse. L'eau froide me brûlait la peau. Mais c'était une brûlure purificatrice. Je frottais, essayant d'enlever non seulement la saleté de la route, mais aussi la souillure de mes actes. Quand j'ai eu fini, je me suis retrouvée torse nu, grelottant dans l'air du soir. La porte de la maison s'est rouverte. Ma mère est sortie. Elle m'a tendu une pile de vêtements. Des vêtements d'homme, usés mais propres. Des vêtements de mon père. Mais ça, a-t-elle dit. Puis, elle a ajouté. Avant de rentrer à nouveau, la soupe sera bientôt prête. J'ai enfilé les vêtements de mon père. Ils étaient un peu trop larges, mais ils étaient chauds. L'odeur de mon père, une odeur lointaine de lessive et de tabac froid, était encore imprégnée dans le tissu. C'était comme un fantôme qui m'enveloppait. Je suis restée dehors, ne sachant pas si j'avais le droit d'entrer. J'ai attendu. Quelques minutes plus tard, elle est apparue sur le seuil. Tu viens? Ou tu comptes passer la nuit dehors? C'était la première lueur de son ancien caractère. Une étincelle de l'impatience bourrue que je connaissais si bien. Et cette petite étincelle m'a donné plus d'espoir que n'importe quelle parole de réconfort. Je suis entrée dans sa maison. C'était une seule grande pièce, simple et rustique. Une cuisine, une table, un lit dans un coin, une cheminée où un feu crépitait doucement. Ça sentait bon. L'odeur des légumes et du bois qui brûle. L'odeur d'un foyer. Sur la table, il y avait 2 bols, 2 cuillères et du pain. Elle a apporté une soupière fumante. Elle a rempli mon bol, puis le sien. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. En silence. J'ai pris ma cuillère. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli la faire tomber. J'ai goûté la soupe. Une simple soupe de légumes du jardin. Mais c'était la soupe de ma mère. Il y avait ce goût inimitable. Ce mélange parfait d'herbe et d'amour. Un goût que j'avais cru ne plus jamais retrouver. Une larme a roulé sur ma joue et est tombée dans mon bol. Nous avons mangé en silence. Ce n'était pas un silence apaisé. C'était un silence lourd, rempli de tout ce qui n'avait pas été dit. Mais nous étions là. À la même table. Partageant un repas. C'était un début. Un minuscule, fragile et précieux début. Les premiers jours dans la maison de ma mère furent étranges, suspendus dans le temps. Nous vivions côte à côte dans un silence presque complet, ponctué seulement par les nécessités de la vie quotidienne. Passe-moi le sel. Le feu a besoin de bois. N'oublie pas de fermer la barrière. Chaque mot était pesé. Chaque phrase était fonctionnelle, dépourvue d'émotion. C'était comme si nous étions 2 étrangers forcés de cohabiter, liés par un drame dont aucun n'osait parler. Je dormais sur un matelas par terre, près de la cheminée. La nuit, je l'entendais parfois soupirer dans son sommeil, un son si léger qu'il aurait pu être le murmure du vent. Je me demandais à quoi elle rêvait. Est-ce qu'elle revivait la scène? Encore et encore? Comme moi? Pendant la journée? Je la suivais comme une ombre dans le jardin. Je voulais l'aider. Me rendre utile. Commencer à rembourser ma dette infinie. Au début, elle refusait mon aide. Si je prenais une bêche, elle me la retirait des mains en disant « Laisse. Je vais le faire. » Ce n'était pas de la méchanceté. C'était une distance qu'elle maintenait. Un mur invisible entre nous. Elle m'avait recueilli.
nourrie, vêtue. C'était le devoir d'une mère. Mais elle ne m'avait pas encore laissé revenir dans sa vie. Alors, j'observais. Je la regardais travailler la terre avec une patience et un savoir-faire que je ne lui avais jamais vraiment connu. Elle qui avait passé sa vie dans une cuisine brûlante, entourée de bruit et de stress, semblait avoir trouvé une nouvelle harmonie au contact de la nature. Elle parlait à ses plantes, encourageait un plant de tomates, grondait une mauvaise herbe. Ce jardin était son nouveau royaume, un lieu où elle pouvait créer, guérir et être en contrôle. Petit à petit, j'ai commencé à trouver ma place. Je ne prenais plus d'initiative. J'attendais qu'elle me donne des tâches. Va chercher de l'eau au puits. Retourne le compost. Répare la clôture. J'exécutais ses ordres sans un mot. Avec l'application d'un novice. Mes mains, autrefois habiles à manier les couteaux les plus fins, sont devenues calleuses et sales. Je découvrais une fatigue saine, celle du corps qui a travaillé au grand air, bien différente de l'épuisement nerveux qui m'avait rongé à éphémère. Un après-midi, alors que je désherbais un parterre de carottes, elle s'est approchée. Elle m'a regardé faire pendant un moment. Non. Pas comme ça, a-t-elle dit. Sa voix était moins dure que d'habitude. Tu vas arracher les racines. Regarde. Elle s'est agenouillée à côté de moi. Elle m'a montré comment tenir la mauvaise herbe à la base. Comment faire levier avec les doigts pour la déraciner sans perturber les légumes autour. C'était la première fois qu'elle m'apprenait quelque chose depuis des années. Un geste simple, mais qui a fait naître en moi une lueur d'espoir. Le soir, nous mangions ce que nous avions récolté. Des repas simples, frugaux, mais incroyablement savoureux. La fraîcheur d'une salade cueillie quelques minutes plus tôt, la douceur d'une courgette cuite à l'eau, le parfum d'une pomme de terre nouvelle. Je redécouvrais le goût des choses. Le vrai goût. Pas celui masqué par des sauces complexes ou des techniques prétentieuses. Le goût de la terre, du soleil, du travail. Un soir, après le dîner, alors que je fixais les flammes dans la cheminée, j'ai osé briser le silence. Comment tu m'as retrouvé ici? Non. Ce n'était pas la bonne question. Comment tu as trouvé cet endroit? Elle a mis du temps à répondre. Comme si elle pesait chaque mot. Après ce jour-là, a-t-elle commencé? Et le simple fait de mentionner cet événement a fait peser un poids dans la pièce. Je suis allée chez ma sœur. Mais je ne pouvais pas rester à Lyon. Chaque rue, chaque visage me rappelait. Je ne pouvais plus. Je suis partie. Sans savoir où aller. J'ai pris un train. Puis un autre. Et je me suis souvenue de cet endroit. Mes grands-parents y vivaient. J'y venais en vacances. Quand j'étais petite. La maison était abandonnée depuis des années. J'ai utilisé mes économies pour la racheter. Pas grand-chose. Juste assez pour avoir un toit et un lopin de terre. Elle parlait d'une voix neutre. Mais je pouvais sentir la douleur sous la surface. La fuite. L'exil forcé. Je suis désolée. Ai-je murmuré. Arrête de dire ça. A-t-elle coupé. Presque sèchement. Désolée ne change rien à ce qui a été fait. Les mots ne réparent pas les choses. Julien. Seuls les actes le peuvent. Elle avait raison. J'ai arrêté de m'excuser. J'ai continué à travailler. En silence. Chaque mauvaise herbe que j'arrachais. Chaque seau d'eau que je portais. Était une tentative de réparation. La barrière entre nous a commencé à se fissurer.
Très lentement. Parfois. Elle me posait une question sur mon voyage. Tu as eu froid? Tu as eu faim? Des questions simples, factuelles, mais qui montraient une étincelle d'inquiétude. Parfois. En travaillant, nous échangions un regard qui durait une seconde de plus que nécessaire. Le véritable tournant a eu lieu environ un mois après mon arrivée. Une tempête s'est abattue sur la région. Un vent violent. Une pluie battante. Nous étions enfermés dans la petite maison. Le vent hurlait dehors, faisant trembler les volets. Le toit, vieux et fatigué, a commencé à fuir. Une goutte, puis deux, puis un petit filet d'eau tombait juste au-dessus de son lit. J'ai attrapé une bassine pour recueillir l'eau. Mais la fuite s'aggravait. J'ai vu la panique dans ses yeux. Cette maison, son refuge, était menacée. Il faut que je monte sur le toit. Ai-je dit. Non. C'est trop dangereux. Tu es fou. Il le faut. Sinon tout va être inondé. Sans lui laisser le temps de protester. J'ai enfilé un vieux ciré et je suis sorti dans la tempête. Grimper sur le toit glissant était une folie. Le vent menaçait de m'arracher à chaque instant. J'ai rampé sur les tuiles, cherchant la source de la fuite. J'ai trouvé une tuile cassée. Avec des morceaux d'une vieille bâche et des pierres, j'ai réussi à bricoler une réparation temporaire, juste assez pour stopper le plus gros de l'eau. Quand je suis redescendu, j'étais trempé jusqu'aux os, transi de froid. Mais la fuite avait cessé. Ma mère m'attendait sur le seuil, le visage blanc d'inquiétude. Elle m'a regardé, puis elle a regardé le plafond sec. Elle n'a pas dit merci. Elle a fait quelque chose de bien plus puissant. Elle a pris une serviette et a commencé à me sécher les cheveux. Maladroitement. Comme elle le faisait quand j'étais un petit garçon qui rentrait de jouer sous la pluie. Ce geste, si simple, si maternel, a brisé quelque chose en moi. Et en elle, je crois. Cette nuit-là, nous avons parlé. Vraiment parlé. Pourquoi tu as fait ça? Julien? M'a-t-elle demandé. Alors que nous étions assis près du feu. À boire une tisane chaude. Pourquoi tu l'as écouté? Elle. Et pas moi? Je ne lui ai pas cherché d'excuses. Je lui ai dit la vérité. Toute la vérité. Parce que j'étais faible. Ai-je commencé? Et vaniteux. Tu voyais en moi ton fils. Elle. Elle a prétendu voir un génie. Et mon stupide orgueil a préféré croire son mensonge. Elle a flatté mes insécurités. Elle m'a fait croire que ton amour était une cage. Que la tradition était une prison. J'ai voulu être quelqu'un d'autre. Quelqu'un de grand. De reconnu. Et j'ai cru que pour cela, je devais détruire celui que j'étais. Détruire tout ce que tu m'avais donné. Je lui ai parlé de mon ambition. De ma honte. De ma peur de n'être que le fils de Martine. J'ai vidé mon sac. Sans rien cacher de ma laideur intérieure. Elle m'a écouté sans dire un mot. Son regard fixé sur les flammes. Quand j'ai eu fini, un long silence s'est installé. J'ai peut-être eu ma part de responsabilité? A-t-elle finalement dit. Et ces mots m'ont stupéfié. Peut-être que je t'ai trop couvé. Peut-être que j'avais peur. Moi aussi. Peur que tu partes. Que tu m'oublies. Ton père était parti. Tu étais tout ce qui me restait. J'ai tenu à notre héritage si fort que je n'ai pas vu que tu avais besoin de construire le tien. J'aurais dû t'écouter davantage? Au lieu de me braquer. Je n'arrivais pas à y croire. Elle se reprochait des choses.
Elle. La victime. Non. Maman. Ne dis pas ça. C'est moi. Et moi seule. J'étais un adulte. J'ai fait mes choix. Nous étions deux dans cette cuisine. Julien. A-t-elle insisté doucement. Et il faut être deux pour briser quelque chose d'aussi fort. Cette nuit-là, nous n'avons pas tout réglé. La blessure était trop profonde pour disparaître en une conversation. Mais nous avions posé les premières pierres de la reconstruction. Nous avions partagé notre vulnérabilité. Nous nous étions vus. Pour la première fois. Non pas comme une mère et son fils. Mais comme deux êtres humains imparfaits qui s'étaient fait du mal. Le pardon n'a pas été prononcé. Il n'en avait pas besoin. Il a commencé à s'installer. Doucement. Dans les gestes du quotidien. Dans la façon dont elle me passait le pain. Dans la façon dont je réparais une chaise cassée. Dans les sourires que nous commencions à échanger. C'était un pardon qui se construisait. Jour après jour. Avec la patience d'un jardinier qui attend que ses graines germent. J'avais perdu un restaurant. Une fortune. Une réputation. Mais ici. Dans cette petite maison au milieu de nulle part. Je commençais à retrouver quelque chose de bien plus précieux, un foyer. Et un semblant de paix. Les saisons ont passé. L'automne a laissé place à l'hiver. Froid et silencieux. Puis le printemps est revenu. Réveillant la terre et nos espoirs. Notre vie a pris un rythme simple. Immuable. Dicté par le soleil et le jardin. Je ne pensais plus à ma vie d'avant. Lyon. Éphémère. Chloé. Tout cela me semblait appartenir à une autre existence. À un autre homme. Cet homme m'avait appris des leçons douloureuses.